Quelques considérations sur l'acte d'apprendre. Pour certains, apprendre correspond à l'image d'un cerveau d'élève dans lequel on va empiler des briques de connaissances à partir d'un lien direct avec le cerveau du professeur. Pour d'autres, apprendre est un feu à allumer, une étincelle, dit Philippe Mérieux. Or, nous savons, grâce aux recherches en sciences de l'éducation et de la formation, ainsi qu'en psychologie de l'apprentissage, qu'apprendre n'est pas un processus cumulatif et linéaire. Apprendre est un processus dynamique. La connaissance se restructure, elle n'est pas accumulative. Apprendre, c'est aussi tâtonner, expérimenter, déduire, échanger, évaluer. C'est modifier ses représentations. Apprendre, c'est rompre avec des certitudes. Apprendre, c'est transformer le réel et se transformer soi-même. Notons que l'apprentissage fut longtemps considéré comme un processus naturel. Celui qui détenait le savoir enseignait à quelqu'un qui ne savait pas et allait apprendre. Nous sommes dans une posture magistrale. Cette procédure n'excluait pas l'intelligence ou le raisonnement de l'élève, mais tout se passait dans une boîte noire. On n'observait finalement que le résultat final, la performance, ce qui était une posture behavioriste, par exemple de type Bled. De nos jours, nous savons que les processus d'apprentissage ne sont en rien naturels. C'est une potentialité activée grâce aux situations scolaires qui provoquent et facilitent l'apprentissage. On sait l'importance de la motivation et de l'accompagnement personnel sur les chemins du savoir. Ce qu'en termes savants on appelle la zone de proche développement, l'endroit du potentiel d'apprentissage. On peut apprendre certaines choses pour peu qu'elles ne soient en deçà ou au-dessus de ce que l'on peut apprendre. On peut apprendre spontanément, car l'intérêt est présent, comme on peut ne pas apprendre lorsque l'esprit est préoccupé par autre chose. Apprendre, c'est répondre à des problèmes que pose un milieu naturel ou didactique construit par un professeur. Ces différentes formes d'apprentissage sont des outils qui peuvent servir votre pédagogie. Voyons-les. On peut choisir l'immersion linguistique, on ne parle qu'anglais ou espagnol pendant certains cours, ou bien un exposé magistral ou plutôt préférer des activités sans aucun mode d'emploi où l'élève va tâtonner, se débrouiller par essais et erreurs afin de se construire son savoir. On peut penser à des activités géométriques avec des gabarits par exemple. Nous avons ainsi l'apprentissage par imitation, c'est l'apprentissage le plus courant. Il suppose de la part de l'enfant, de l'adulte dans certaines situations, la valorisation d'un modèle et la volonté de le posséder, de le prendre. C'est par l'imitation que se font tous les apprentissages spontanés de la petite enfance, paroles, gestes, mimiques, ainsi que ceux de la dimension esthétique des activités, le ton, la grâce, le style, manière. Nous avons ensuite l'apprentissage par association. On associe un stimulus nouveau à un mécanisme déjà appris afin de créer un nouveau savoir. Pour apprendre des choses complexes, cela permet d'enchaîner des situations de difficultés croissantes. Apprendre par essai-erreur. Le sujet est mis en situation d'essai, on ne lui donne aucun mode d'emploi, parfois même pas la condition de succès ou d'élimination. Pour fonctionner correctement, il faut que la solution prenne en compte ce que le sujet sait déjà. Apprendre par explication, on explique au sujet, oralement ou par écrit, ce qu'il doit savoir. Par exemple, avec un manuel de secourisme, c'est le principe des cours magistraux. L'apprentissage par répétition, on fait faire au sujet ce qu'il doit apprendre, d'abord passivement, puis de plus en plus activement, jusqu'à ce qu'il puisse faire et refaire seul les opérations. L'apprentissage combiné, qui s'avère le plus efficace, il est le plus utilisé en matière d'enseignement de savoir-faire professionnel car il combine les modalités précédentes. Le sujet est mis en situation, on lui montre quelquefois les bons gestes en lui expliquant les principes d'action, on les laisse ensuite se perfectionner par une répétition de moins en moins supervisée. L'apprentissage par immersion, j'en parlais à l'instant, les langues s'apprennent mieux en situation d'immersion totale, par exemple lorsque les cours ne sont donnés que dans la langue à apprendre et que le professeur ne parle avec les élèves que dans leur langue d'immersion. Une question se pose.
Apprendre est-il déstabilisant? Eh bien oui. C'est pourquoi il est difficile et parfois improbable de faire apprendre ou d'apprendre soi-même. Apprendre est déstabilisant car c'est transformer ses représentations, c'est bien rompre avec des certitudes, réaménager ce que l'on jugeait savoir. Apprendre résulte de transformations successives, de confrontations personnelles à des poches de résistance cognitive ou à des ruptures épistémologiques. Il n'est jamais facile de se rendre compte que ce que l'on pensait savoir n'est pas exact ou que cela est incomplet. En soi, c'est toujours déstabilisant. On apprend donc en restructurant ses connaissances personnelles. Du coup, la mise en relation du nouveau et de l'ancien devient une opération mentale essentielle. Assimiler de nouvelles connaissances nécessite la plupart du temps d'ébranler un savoir ancien avec beaucoup de tâtonnements et d'erreurs, bien sûr. D'où l'importance de la présence active d'un enseignant régulateur qui va étayer cet apprentissage, qui est un apprentissage difficile, déstabilisant, qui remet beaucoup en question l'individu. Il est apparu une nouvelle forme de pédagogie où l'on considère maintenant l'erreur comme un outil pour enseigner. Ça, c'est très important, parce qu'on part des erreurs pour faciliter le passage vers un apprendre, déterminer le chemin didactique le plus favorable. C'est apprendre en faisant des erreurs, en partant de l'idée de les analyser. On apprend en faisant des erreurs, en les analysant et en recommençant une procédure. L'apprentissage par l'erreur permet de s'intéresser aux opérations effectuées, aux stratégies mobilisées par l'apprenant. Il s'agit de conduire l'élève à comprendre et rectifier son erreur de raisonnement. C'est un nouveau paradigme pour l'apprentissage qui consiste à privilégier des cerveaux réflexifs, je dis bien des cerveaux réflexifs, à des cerveaux essentiellement bien remplis. Posons-nous maintenant la question fondamentale, alors qu'est-ce qu'enseigner? L'enseignant peut être considéré comme un passeur de savoir à acquérir. C'est une expression que j'aime bien, un passeur de savoir à acquérir. Derrière cette métaphore, observons que l'enseignant a pour mission de favoriser la meilleure des rencontres possibles entre des savoirs et des apprenants. L'enseignant met à disposition des apprenants des savoirs qu'ils vont devoir s'approprier de manière à construire des ressources personnelles, un répertoire d'actions et de connaissances ou de savoir et savoir-faire. L'enseignant est donc amené à écrire le scénario d'une séquence d'apprentissage en fonction d'objectifs d'apprentissage et d'une évaluation des apprentissages effectifs qui sont visés. On peut également énoncer que l'enseignement met en scène les apprentissages. Dès lors, la formule suivante prend toute sa signification. Un cours n'est pas conçu pour celui qui enseigne, mais pour celui qui apprend. C'est une phrase du collègue québécois Henri Boudreau. Je répète, un cours n'est pas conçu pour celui qui enseigne, mais pour celui qui apprend. Un cours n'est pas conçu pour celui qui enseigne, mais pour celui qui apprend. Et cela, ça change beaucoup de choses. L'enseignant est alors la personne ressource pour faire apprendre, faire acquérir de manière stable et durable des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être chez un individu. L'enseignant est la personne ressource pour faire modifier les représentations initiales des individus, puisque tout est fait pour celui qui apprend dans le cours préparé, planifié. Apprendre, c'est transformer les représentations initiales, dites pré-scientifiques, en des représentations scientifiques. C'est passer de préjugés, de stéréotypes, de connaissances partielles, de lieux communs sur un sujet à des concepts scientifiques sur le dit sujet. Pour conclure ces considérations sur l'acte d'apprendre et d'enseigner, voyons la définition de deux termes très importants que vous allez rencontrer tout au long de votre cursus, pédagogie et didactique. Qu'est-ce que la pédagogie? Qu'est-ce que la didactique? La pédagogie renvoie aux aspects de communication en classe. Elle répond à des questions
à la question « Comment communiquer et transmettre à des élèves des savoirs disciplinaires ?» Elle répond à la question « Comment communiquer et transmettre à des élèves des savoirs disciplinaires ?» On parle par exemple de pédagogie coopérative ou de pédagogie différenciée. Il s'agit de la gestion de la communication en classe d'apprentissage. On peut dire que c'est la dimension du savoir enseigner. En revanche, la didactique renvoie au savoir à enseigner. La didactique répond à la question « Comment rendre des savoirs savants assimilables pour des élèves ?» Je dis bien, elle répond à la question « Comment rendre des savoirs savants assimilables pour des élèves ?» C'est-à-dire comment mettre ce savoir à la portée des élèves pour faciliter leur travail d'apprenant. On y évoque la transposition didactique, le contrat didactique. Il s'agit bien de la gestion des savoirs à apprendre. C'est la dimension du savoir à enseigner. Donc, vous le verrez, tout se joue dans la maîtrise, l'articulation, l'entrelacement le plus judicieux possible entre ces deux pôles, le pôle du savoir enseigner et le pôle du savoir à enseigner.